Bonsoir Céline Alvarez. Bonsoir. On va fêter cette rentrée avec vous. Vous êtes pédagogue, vous avez été révélée au grand public avec votre best-seller « Les lois naturelles de l'enfant ». Énorme succès, traduit en 12 langues, vendu à plus de 250 000 exemplaires. Alors vous y racontez votre expérience d'instit infiltré dans une classe de maternelle où vous testez de nouvelles méthodes d'apprentissage et les résultats sont spectaculaires. Et cette fois-ci, Céline Alvarez, vous réitérez avec un essai très attendu qui sort cette semaine. Voilà, le voici, Une année pour tout changer. C'est aux éditions Les Arènes. Vous avez passé un an en Belgique. À la demande du ministre de l'Éducation, vous avez formé 750 enseignants. Une année pour tout changer, Céline Alvarez. Est-ce que c'est un titre réaliste ou c'est pour faire le buzz? Est-ce que c'est vraiment possible de tout changer en un an? Oui, je pense qu'en fait, ce livre, je l'ai écrit à la fin de l'accompagnement en Belgique. Je parle plus d'accompagnement que de formation, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, en une année, on pouvait avoir un effet de bascule, passer chez les enfants d'un état que je dirais un peu de désordre, où les enfants ont des difficultés d'attention, des difficultés à persévérer, ils se découragent à la moindre difficulté, à un état où les enfants sont capables de rester concentrés longtemps, d'être motivés, d'avoir envie de venir à l'école. Donc, c'est vraiment un effet de bascule qui se fait en une année. Alors, on va revenir sur ce projet, cette méthode qui vous a permis d'atteindre ces résultats. Mais alors d'abord, quels sont-ils ces résultats? Qu'est-ce qui a permis de constater tous ces progrès pour ces élèves de maternelle, de CP, dans des quartiers plutôt difficiles d'ailleurs? Vous parlez de résultats bouleversants. Oui, je trouve que c'est bouleversant parce que les constats qu'on a eus chez les enseignants, chez les parents, parfois certains parents qui n'étaient pas au courant que les enseignants changeaient le fonctionnement de la classe, à chaque fois les constats étaient assez forts et radicaux. C'est-à-dire qu'on a eu des enfants qui passaient d'une phobie scolaire à une envie très forte d'aller à l'école. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez courant. On a eu des enfants qui sont, la plupart des enfants deviennent extrêmement autonomes, calmes, sereins, apaisés. Il y a vraiment un apaisement très fort chez les enfants. Vous parlez même d'enfants qui se mettent à la lecture à 4 ans, d'autres qui comptent jusqu'à 1000 en deuxième année de maternelle. C'est quand même rare. Et de phobie scolaire, alors justement, ça va peut-être convaincre les plus sceptiques qui nous regardent et qui se disent mais comment c'est possible? Est-ce que c'est vraiment vrai tout ça? On va écouter le directeur de l'école qui lui-même est stupéfait. Il évoque le cas d'un petit garçon, Amine, qui est en quasi-décrochage scolaire. Et le miracle arrive quasiment du jour au lendemain. Écoutez-le. C'est un monde de différence. On imaginait que cet enfant, on n'y serait jamais arrivé. C'est lui tout seul qui a un jour été trouvé Madame Marie en disant moi aussi je veux essayer de lire. Et très vite il est rentré dedans. C'est un des meilleurs lecteurs de la classe. Il est devenu l'un des meilleurs lecteurs de la classe. Oui. Comment vous êtes arrivé à ce résultat? Eh bien, en travaillant, justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout en ne travaillant pas la lecture qu'on est arrivé à ce résultat-là. C'est d'abord en travaillant ce qu'on appelle, parce qu'on pourrait appeler des fonctions essentielles, des fonctions cognitives supérieures, qu'on appelle fonctions exécutives dans un langage. Alors, les fonctions exécutives, non, mais c'est important parce que c'est vrai que vous revenez souvent dessus et c'est au centre de votre travail. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Dites-nous, ces fonctions exécutives si importantes pour le développement du cerveau d'un enfant. Ce sont les compétences qui vont nous permettre d'atteindre n'importe quel objectif ou d'apprendre ce qu'on voudra apprendre en ayant un comportement organisé, contrôlé, en faisant preuve de persévérance, en sachant détecter ses erreurs, en sachant trouver des stratégies aussi pour rebondir quand on fait une erreur, donc en étant persévérant, créatif, en planifiant nos actions, etc. Et ce sont vraiment des compétences fondamentales parce que le Centre de développement de l'enfant de Harvard, notamment, les a identifiées comme les fondations biologiques de l'apprentissage. C'est-à-dire que si on n'a pas développé ces compétences de manière solide, on ne peut pas apprendre. On a vraiment de grandes difficultés à apprendre. Donc, alors, comment on les développe, ces compétences? Par quels moyens? Eh bien, en proposant aux enfants, d'abord en favorisant l'autonomie dès le plus jeune âge, ça c'est très clair, en étant très présent aux côtés de l'enfant au départ, et puis de moins en moins présent, donc dans toutes les tâches du quotidien. Mais au-delà de ça, c'est vraiment l'aider à aller au bout de ses objectifs, à essayer, quand il est tout petit, quand il essaie de s'exprimer, l'aider à aller jusqu'au bout de ce qu'il souhaite dire, en étant présent mais sans faire à sa place, l'aider à patienter. Finalement, c'est l'aider à devenir autonome d'une manière très globale et à persévérer, vraiment à aller jusqu'au bout des tâches qu'il s'est fixées. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la persévérance, l'effort volontaire, l'autonomie, laisser apprendre à faire seul, ça permet vraiment de mieux développer les cerveaux
que d'autres méthodes beaucoup plus classiques? C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas une question. Moi, j'invite tout le monde un petit peu à transcender l'idée de méthode. Maintenant, c'est qu'il n'y a pas différentes méthodes différentes démarches qui vont être bonnes pour les enfants. C'est-à-dire qu'il y a des grands invariants, il y a des grands principes fondamentaux. C'est ce que j'expliquais dans mon premier livre, les lois naturelles de l'enfant. Et celui-ci, pour développer les fonctions exécutives qui sont si centrales, il n'y a pas d'autre choix. Justement, le Centre de développement de l'enfant de Harvard et d'autres centres de développement de recherche expliquent bien qu'il y a différents paramètres pour développer ces fonctions-là. Eh bien, c'est accompagner l'enfant à être autonome, l'aider à s'exprimer, suivre ses motivations endogènes, c'est-à-dire celles qui viennent de l'intérieur, l'aider à patienter, et surtout aussi une chose très importante, ne surtout pas sanctionner l'erreur. Justement, donner à l'erreur toute sa place qu'elle a dans le processus d'apprentissage, c'est-à-dire que l'apprendre comme un cadeau, quoi. L'erreur est un cadeau. On sait que, ça ne sera pas comme ça, et donc la détecter va permettre de rebondir, de développer la flexibilité cognitive qu'on appelle donc, c'est-à-dire la créativité en fait. L'erreur est nécessaire pour développer la créativité. Et si on ne laisse pas la place pour le développement de ces compétences, que se passe-t-il? Est-ce que vous avez repéré, est-ce qu'on connaît les conséquences sur les comportements d'enfants? Oui, alors ce sont des enfants qui sont plus impulsifs, des enfants qui ont du mal par exemple, à retenir les consignes, juste ça. Ou alors à s'organiser quand il y a une consigne, à organiser les tâches dans un ordre logique pour atteindre l'objectif fixé. Ce sont des enfants qui ont du mal à attendre leur tour pour parler, par exemple, qui coupent souvent la parole. Ce sont des enfants qui sont plus impulsifs, plus de difficultés attentionnelles et plus de découragement tout le temps. Alors on vous entend et malgré tout, en France, chaque année, on fait le constat d'une école qui est mal en point. Il y a ce chiffre très frappant, vous allez le voir. 40% des élèves qui sortent du CM2 chaque année ont d'importantes lacunes, en mathématiques, en lecture notamment. Que se passe-t-il? Est-ce qu'on vous a appelé à la rescousse, par exemple, pour former ces enseignants? Vous parlez de la Belgique ou de En France? En France, non. J'ai pas de nouvelles pour le moment, mais Parce qu'avec ce que vous nous dites, on se dit que ça pourrait peut-être permettre d'améliorer ces résultats. C'est pas que ça pourrait. Maintenant, je l'affirme, comme les centres de recherche l'affirment aussi, c'est qu'il n'y a absolument aucun doute. D'ailleurs, en Belgique, on a travaillé essentiellement ça avec des puzzles, des Mikado, des jeux de construction, avec du matériel basique vraiment qu'il y a dans les classes. Oui, zéro financement supplémentaire. Aucun. Vraiment, c'est ce qu'il y avait dans les classes. C'est des choses très élémentaires. En Belgique, il y a un petit peu moins de choses dans les classes qu'en France. Et surtout, il n'y a pas de ressources humaines supplémentaires. Et les résultats étaient là. Et les résultats étaient les mêmes, mot pour mot, chez les parents, chez les directeurs, voilà. Donc, ce que vous dites, c'est que si on appliquait le projet que vous proposez, les résultats à 100% seraient différents. Et ce n'est pas le projet que je propose, c'est ce que la biologie humaine demande et réclame. C'est ça qu'il faut vraiment essayer de se libérer de ça, là. Le ministre de l'Éducation nationale a quand même proposé des changements, des nouvelles mesures annoncées pour la rentrée, le dédoublement des classes de maternelle en banlieue, également l'entrée, l'abaissement de l'âge des petits qui entrent en maternelle à 3 ans. Ça permettrait aussi d'améliorer la situation, ça va dans le bon sens? Je pense que ça apporte notamment le dédoublement des classes, ça apporte un soulagement immédiat. Je pense que les enseignants sont fatigués, il y a un vrai état de tension sur le terrain, donc ça apporte un soulagement immédiat. Maintenant, je pense qu'il faut aller au-delà et traiter les causes. Pourquoi les enfants qui arrivent en CP ont tant de difficultés à se concentrer, à apprendre, à être motivés pour l'apprentissage? Vous disiez que la France ne vous avait pas contacté, en tout cas pas le ministère de l'Éducation nationale pour l'instant. Est-ce que d'autres pays ont envie de tenter l'expérience après ce qui s'est passé en Belgique? Oui, d'autres pays. Ce sera l'objet de d'autres belles aventures. On peut savoir lesquelles? Non, pas encore. Pas encore, on suivra de près évidemment cette aventure. Merci Céline Alvarez d'être venue sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre livre, Une année pour tout changer, c'est aux éditions Les Arènes. Tout de suite, c'est dans l'air bien sûr. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par internet ou par SMS au 41 555. Bonne émission et moi je vous dis à demain.